Bonjour, bonjour. Bonjour. Fezia, Feiza, Fella. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on est là pour un live spécial avec une psy que j'aime beaucoup. On va vous parler de quelque chose. Ah, thérapie est là. Je vais juste l'accepter. Bonjour Sihem. Sihem à Annaba, c'est le centre de neurofeedback de Annaba. Bonjour Caro. Hello, coucou Trop contente Sabrina. de t'avoir. Pareil, trop contente d'être avec toi. Super, super. Ça va? Et j'ai vu qu'il neige chez toi déjà. Alors, tu sais, j'ai eu vraiment la frousse parce que il y a 1 heure de ça, plus de réseau Bouygues. Ok. Aucun réseau. Mais vraiment, et je me suis dit, oh, si pour le live, je n'ai pas de réseau, je fais comment? On Et en en fait, refera un autre. je suis revenue il y a 20 minutes. Merci l'univers. Mais carrément, pendant 1 heure et demie, tout bloqué. C'est sympa quand tu Incroyable. travailles en ligne, hein. Ah oui, c'est infernal. Nous aussi, quand il y a les premières pluies en Algérie, en fait, les fibres, enfin la fibre, les trucs, là, il y a un petit truc qui se passe. Et donc, c'est inévitable. C'est-à-dire, même s'ils veulent faire quoi que ce soit, c'est pas possible. Et donc, on fait juste avec, on l'intègre et voilà, c'est comme ça. C'est exactement ça. C'est que tu peux juste te dire, ok, ben j'attends. De toute manière, tu peux rien y faire. T'as beau Tout faire la à fait. danse de la joie, il n'y Il a n'y a pas de rien à réseau, faire. il n'y a pas de réseau. Tout à fait. Alors, Caroline, moi, je suis très, très contente de partager ce live avec toi et j'ai vraiment hâte de parler enfin, que tu nous parles de ce que tu fais, enfin, de ta pratique autant que psy, parce que je me permets de le dire, je trouve que tu es une psy quand même qui est atypique par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta méthode et tout. Et peut-être si j'ai une confession à faire, si aujourd'hui je me forme au Constel et au transgénérationnel, c'est grâce à toi. Parce que quand enfin, moi je suis une psy de formation analytique, on va dire, donc j'ai fait une fac analytique et c'est pas quelque chose que j'ai abordé, notamment dans mon processus. Donc je suis très contente donc je te remercie parce que tu as vulgarisé une pratique qui ça fait 1 an et demi, était très méconnue pour moi. Donc, ça m'a ouvert, wow, voilà, Le c'est champ un des possibles. univers. Ah oui, oui, c'est incroyable. Et je trouve que ça, voilà. Bon, je vais te laisser déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas déjà. Et puis après, voilà, éventuellement, je te poserai quelques questions, mais tu mènes le bal parce que j'adore t'écouter parler. Merci beaucoup, Sabrina. J'adore aussi t'écouter parler parce qu'à chaque fois, je te le dis, c'est le soleil qui arrive dans mes oreilles. Et ça, Merci, merci. j'adore. Alors, ben Merci. moi, je suis Caroline de Rumini, je suis psychoanalyste clinicienne. J'ai un parcours de travailleur social. Avant, j'étais aide médico-psychologique, donc j'étais vraiment sur le terrain avec des personnes âgées, démence sénile vieillissantes. J'ai fait du travail avec des personnes en errance dans la rue, avec des enfants et des adolescents en troubles de surdité, malentendants à Paris. Enfin voilà, j'ai roulé ma bosse, comme on dit. Mm. Ensuite, j'ai été éducatrice spécialisée, plus le côté handicap physique et mental. Et Mhm. après, j'ai fait cadre socio-éducatif où du coup, j'avais une équipe de 30-35 salariés qui D'accord. intervenaient auprès des personnes dépendantes. Donc, j'étais plus sur le terrain, j'étais en mode bah, cadre hein, où Mm. j'organisais, j'orchestrais. Et là, je me suis dit, faire 70 heures semaine,
dans des établissements parce qu'en tant que cadre, tu comptes pas tes heures. Mm. Je me suis dit pour fonder une famille, ça allait être un petit peu délicat et je me suis dit de reprendre mes études de psy que j'avais commencé à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Enfin, à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années. Maintenant, du coup, ça fait 25 ans que je bosse. Et du coup, j'ai repris mes études de psy et je suis psychoanalyste clinicienne pour avoir du one-to-one, comme on dit aujourd'hui, avoir mon cabinet libéral. Donc, ça fait depuis 2013, donc ça fait 10 ans que je suis en cabinet libéral, dans une maison de santé. Donc, je travaille avec les médecins, les kinés, les orthos, les chirurgiens, les dentistes, les pharmaciens. Voilà. Et ma spécialisation, donc j'en ai 3. J'ai l'hypnose, la PNL, que tu dois certainement connaître, programmation neurolinguistique, et la psychogénéalogie. Ce pourquoi on s'est connus, on a fait un lien toutes les deux. Et voilà, donc la psychogénéalogie ou le transgénérationnel. Alors moi, je différencie les deux et peut-être que c'est l'occasion aussi Oui. d'expliquer comment on le différencie. C'est que pour moi, le transgénérationnel étant psy de formation, ça va vraiment venir intégrer la cellule nucléaire. Donc, notre fratrie, les parents, les grands-parents, on va dire l'ordre des vivants qui peuvent encore nous parler, verbaliser, nous transmettre des mémoires, des souvenirs, des choses connues, vues, entendues. Donc ça, pour moi, c'est le transgénérationnel. Ça reste quelque chose dans la psychologie, donc quelque chose qui est reconnu scientifiquement. Et on va avoir la psychogénéalogie qui, pour moi, touche la sphère de l'inconscient, ce qui va être plus au niveau des mémoires familiales, de l'inconscient familial, de l'arbre, du génogramme, comme on dit, le génosociogramme, quand on fait les liens. Et là, on va toucher quelque chose qui n'est pas scientifique, qui n'est pas prouvé scientifiquement, parce qu'il en vient à chacun de faire avec son émotion et ce qu'on vient éprouver dans le corps cellulairement. Donc, ce n'est pas quantifiable. Et on va venir s'attaquer, on va dire, à la sphère de la psychanalyse. Donc, c'est là qui va être aussi intéressant, c'est de venir à lire entre les lignes, à lire dans le décryptage, à lire dans le décodage des choses qui vont nous faire sens. Ok, waouh, c'est tout un monde. Alors, dit comme ça, tu as j'ai envie de dire l'excellence de bien le résumer. Mais si moi, par exemple, je suis complètement novice, donc on va dire que je suis une patiente psy classique, donc je vais voir mon psy depuis quelques années et voilà, j'avance, ça va, mais à un moment, je pense que c'est peut-être ce qui revient, ce que tu entends des fois, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Et la personne va te dire, voilà, je sens que j'ai un poids, j'ai un plafond, je suis bloquée et tout. Et si c'est ça, ça serait de l'ordre de quoi? Toi, en tant que psychoanalyste, comment tu fais la différence en fait entre une personne qui a encore besoin de travailler sur un parcours psy classique, donc que ce soit les thérapies brèves, et quand c'est vraiment de l'ordre voilà, de la psychogénéalogie, le transgénérationnel, voire la psychoanalyse aussi, parce que qu'on le veuille ou pas, beaucoup ce côté symbolique. Et je trouve que c'est ce que je trouve extraordinaire dans ta pratique, c'est que de par tes notions d'analyste, donc on est dans la psychanalyse, je trouve que ça en rajoute quand même une puissance particulière. En fait, ça vient compléter. Moi, j'aime bien expliquer les choses ainsi, comme si on jouait au qui est. Tu vois, quand on joue à qui est, on dit ok, est-ce que cet homme a une moustache? Non, il n'a pas de moustache. Tu retires tous les hommes avec des moustaches. Et bien là, c'est le même principe. C'est qu'on va venir former un entonnoir qui vient partir sur l'inconscient universel. On va en faire un inconscient familial et on va aller vers l'inconscient individuel de la personne. Et donc, la traduction de ses propres mots, aussi bien MOTS que MAUX, par rapport à d'où il vient de manière universelle, dans le tout un chacun, avec un codage. Regarde-toi, la culture à Alger n'est pas la même que la culture traditionnelle en France. Eh bien, on vient retranscrire par rapport à une culture inconsciente universelle de ton code, et on va venir regarder comment est-ce que ça vient transpirer sur la famille et comment est-ce qu'avec des événements dits du présent entre tes 0 et tes 40 ans, ça vient le transpirer sur ton inconscient individuel. Donc,
tout ton vécu de présent va venir impacter et s'enchevêtrer avec quelque chose qui a été appris de l'ordre de ton éducation, de ta culture, de tes traditions, de là où tu vis et de l'environnement dans lequel tu as grandi, familial, culturel, mais aussi scolaire. On est 8 heures par jour à l'école. Hein. Le parent, on le voit 2-3 heures par soir. Donc, tout ça, c'est super important. Et ensuite, il y a ce qui ne nous appartient pas. Et là, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il y a des fois où on a des poids où on dit c'est pas moi, je ne l'ai pas vécu dans mon présent. C'est pas que je fais un déni, hein, parce qu'après, il y a aussi la possibilité d'avoir des traumatismes avec des mécanismes de défense qui fait que on refoule, on est dans le déni, on est dans l'évitement. Mais là, on se dit, bon, écoute, de 0 à 40 ans, pourtant, rien de tel ne m'est arrivé pour que je développe un symptôme tel que j'ai aujourd'hui, genre la claustrophobie, genre un eczéma, genre, je sais pas, une réaction ou même des émotions débordantes, sans parler de symptômes physiques. Hein. Une émotion débordante qui t'arrive selon une situation, tu regardes un film avec un enfant qui est maltraité et pourtant toi, tu n'es pas maltraité, mais ça te fait réagir de manière débordante et irrationnelle où ça vient s'activer à l'intérieur de toi émotionnellement et corporellement, il y a souvent quelque chose qui vient du fait que c'est cellulaire, ce n'est pas dans le ressenti du présent, mais ça vient cellulairement activer. Alors, c'est sûr que regarder un film avec quelque chose de maltraitant, ça fait plaisir à personne, ou alors il y a personne, il a une certaine perversité en lui qui il va développer un plaisir ou une sorte d'apathie envers cette image. Mais il est très rare que ça se passe ainsi. Si on vient être activé d'émotions débordantes, hein, je précise bien ce côté réactionnel intensif, c'est généralement que cellulairement, il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Très bien. Et je te remercie de faire cette précision parce que récemment, alors depuis que moi je m'intéresse à tout ce qui est psychocorporel, donc toutes ces, on va dire ces nouvelles vagues de thérapie, je trouve que ça donne, on peut puiser dans le corps toutes les informations nécessaires à la psyché ou au mental ou à un travail d'analyse. Et c'est vrai que longtemps, malheureusement, les psys n'avaient pas accès à toutes ces informations. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, au niveau des universités, c'est vraiment encore les grandes écoles de psycho, que ce soit la gestalt, la psychanalyse et tout. Mais tout ce qui est psychocorporel, il nous vient de pratiques, que ce soit orientaliste ou américaine et tout. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi quand on dit que la meilleure information se situe au niveau du corps et à travers l'émotion? Alors, j'en suis persuadée. Persuadée, par contre, comme je te disais au tout début, comme ce n'est pas quantifiable parce que c'est singulier à chacun, ça ne peut pas être prouvé scientifiquement le fait que cette réaction a cette preuve-là. Et en fait, ce que moi je dis souvent, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a une branche de la psychologie qui est aujourd'hui scientifiquement étudiée et c'est la psychologie positive parce qu'ils ont, voilà, ils ont quand même pu mettre en place des protocoles et tout et ça c'est les très neurosciences, voilà. Tout à fait. Aussi, les neurosciences cognitives, c'est très bien. Sauf que on est 8 milliards d'êtres humains et on est 8 milliards je dirais, de prototypes différents. Mais Donc, oui. pour un moment, il est très important de comprendre que on ne peut pas, c'est-à-dire codifier, même si on peut mettre en place des protocoles, enfin, je dirais des statistiques. Voilà. Exactement. C'est vrai que cette notion du scientifique, des fois, ça bloque aussi au niveau de la pratique parce que on nous a tellement vendu j'ai envie de dire, les mérites du cartésien. Voilà, le truc 1 plus 1 est égal à 2, il faut que ce soit comme ça. Et je trouve que c'est ce qui est un peu dommage dans la pratique thérapeutique. C'est parce que les gens, ils disent, ah oui, mais un tel, il a fait ça et ça et ça a fait ça. Donc moi, c'est la même chose. Non. Parce que tout simplement, on est des environnements différents, des vécus différents, un souffle différent.
une façon de respirer différente. Donc, rien que ça. Donc, l'idée, c'est aussi de comprendre que on est tous singuliers. Je te rejoins complètement. Il y a vraiment deux côtés à cette médaille de mérite du cartésien et du scientifique qui vient nous amener à aborder les choses, certes. Ça nous empêche une certaine ouverture et un champ des possibles dans le regard de soi, mais ça vient aussi, on va dire, nous protéger de toutes les dérives d'une vulgarisation trop hâtive qui pourrait aller, et tu le sais, on en a déjà parlé toutes les deux, vers quelque chose qui est de l'ordre de tout le mystique et l'ésotérique et tout ce qui, pour le coup, certes n'est pas scientifique, mais vient aller dans une sphère où la santé mentale et la fragilité d'une personne qui est dans une demande de réponse va devoir croire n'importe quoi. Donc ça, il y a un double tranchant. Oui, le scientifique met trop les choses obtus. Dans un sens, ça protège aussi des dérives sectaires et tout ce que l'on peut connaître. Et d'ailleurs, je te remercie. La semaine passée, tu as abordé en hypnose parce que je sais que toi, tu es hypnothérapeute. Et moi, j'ai été confrontée lors quand j'ai été donc certifiée en hypnose et que je pouvais enfin pratiquer. Je recevais les demandes du style je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, donc c'est des demandes bien La précises. baguette magique. Voilà. Et moi, je disais, mais moi, comment moi j'ai appris l'hypnose? Mon prof, il me disait jamais d'hypnose avant la 7e ou la 8e séance. Et quand je lui disais ça, en fait, on me disait, oui, mais elle en fait des siennes. Et pour l'autre, il me dit, en une séance, je vais faire ça. Et je vais essayer d'expliquer que des fois, le symptôme, il est écologique. C'est ce que je disais la dernière fois. Exactement. On en a besoin, c'est ce qui nous fait tenir. Si on l'enlève, on s'écroule. Tu fumes depuis 20 ans. Alors, j'ai par exemple eu une demande, je m'en rappelle, elle me dit, c'est bon, donc il y a eu une décompensation, blablabla. Et donc, la personne, elle a repris conscience qu'elle avait besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Et elle me dit, c'est bon, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport, je vais faire de la psychanalyse. Ouais, je pense que tu devrais quand même garder la cigarette un petit peu, un petit bout. Exactement. Et Mais oui, elle était sidérée, oui, mais c'est pas le moment. Et la cigarette aujourd'hui, ça te permet de répondre à des besoins. Donc, moi, il y a des fois des patients qui me disent bah, vous êtes bien la première à me dire qu'il faut que je continue de fumer. Oui, pour l'instant, c'est pas là le plus important en fait. le tabac va nous payer bientôt. Non, mais les gens mettent la charrue avant les bœufs, confondent certaines choses. Et alors, enfin voilà, c'est vraiment. Enfin, il y aurait tellement à dire par rapport à ce genre de symptomatologie qui est nécessaire pour certaines avancées. Et avant de traiter la conséquence, il faut en traiter la cause, en fait. Tout à fait. Et je pense que c'est là où c'est important, où le côté scientifique, formation, une vraie assise, j'ai envie de dire, psychologique par rapport à la connaissance structurelle de l'être humain, de ses fondations, comment. Parce que c'est très bien que voilà, il y a un accès facile aujourd'hui aux thérapies alternatives, mais il faut faire attention à ne pas se faire, voilà, j'ai envie de dire. Mais bon, après, le patient, il a sa responsabilité. Moi, je leur dis toujours, informez-vous avant. Informez-vous. La Ne base. courez Et pas c'est ce que je derrière. disais, c'est pas Voilà, parce que tu as un marteau et un clou que tu es menuisier. non. Complètement d'accord avec toi. Alors moi, j'aimerais bien que tu puisses nous raconter, tu racontes tellement bien les histoires de ce que tu fais, par exemple, en psychogénéalogie. Alors moi, en fait, j'ai acheté ton livre et je peux te dire que quand j'ai commencé d'ailleurs, on en avait un peu partagé, j'ai trouvé ça tellement facile et fascinant, mais à un moment, je pense que mon ego a été titillé. Donc, et d'ailleurs, tu le dis, toi, dans ton livre, alors tu peux peut-être après en parler, c'est Déracinez-vous. Oui. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment une approche
très simplifié par rapport à ce travail de la psychogénéalogie et tout. Et quand j'allais faire mon sociogénogramme, je peux te dire que ça a bloqué à un Ça moment. pique, hein. Ça- Alors, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que vous allez m'adorer et arriver à un moment donné, vous allez le mettre de côté. J'en ai pas besoin de tout ça. c'est quoi ce truc? Mais ça cogite et voilà, ça fait pousser, enfin, on met des petites graines. Et d'ailleurs, à un moment, il y a eu besoin d'aller faire un vrai travail de recherche. Et je te raconterai en off, mais c'est juste du délire. Moi qui pensais ne plus pouvoir avoir accès à de l'information, et ben aujourd'hui, Caroline, l'information vient à moi toute seule. C'est génial. Parce que t'as ouvert les choses. Voilà. Et peut-être que parce que j'ai enfin été prête à accueillir certaines Tout choses. Donc, à fait, parce que le positionnement, encore une fois, c'est quelque chose de systémique. C'est que ton positionnement envers l'ouverture d'eux vient à toi parce que tu es prête à recevoir. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Le positionnement en analyse systémique, c'est la base des chaises musicales. Hein. C'est que comment est-ce que tu viens te positionner à l'autre, l'autre va venir interagir à toi et c'est l'art de toute la communication. Et selon comment tu te positionnes et que tu parles à l'autre, il va y avoir un jeu systémique qui va se placer. Donc forcément, si tu es dans le côté où tu vas recevoir, eh bien, l'information va venir à toi. voilà. Alors, dans mon livre, que je l'ai par là, je vais le montrer du coup. Tu en Oui, parles, alors je oui. me permets. Donc, on va avoir Déracinez-vous. J'ai retranscrit, je vais dire, l'année que je donne en suivi en cabinet en psychogénéalogie. Alors, il y en a qui me disent ça va être bien parce qu'en fait, avec votre bouquin, je vais aller mieux. Non, c'est un peu comme l'hypnose. Hein. Je ne vais pas avoir une baguette magique. Avec 15 € le bouquin, on ne va pas aller mieux. Par contre, oui, on va planter des graines. Oui, on va ouvrir des fenêtres. On va certainement aussi ouvrir des portes. On va se mettre sur la voie de une réflexion qui va amener quelque chose qu'on a envie d'aller plus loin, ça très certainement. Maintenant, ça se saurait si un livre, que ça soit le mien ou celui de Freud, hein, un livre changeait la vie, ça se saurait. Enfin voilà, c'est comme quand tu sors de fac de psy et que tu as une personne qui va avoir fac de psy plus 20 ans de pratique, bah, il y a quand même une différence quand tu as de la pratique avec de l'expérience derrière. Mais ça, c'est pour tous les métiers, j'ai envie de dire. Ouais, mais moi, tu sais, j'aime bien donner l'exemple quand on me dit, voilà, comment je fais pour apprendre, enfin, pour travailler mon amour de soi ou euh, estime de soi et tout. Je dis, OK, tu peux juste taper sur Google, tu vas trouver tout ce qu'il y a. C'est comme le permis de conduire. Tu peux apprendre ton manuel. Est-ce que pour autant, tu peux dire que enfin, est-ce que tu pourras sortir et prendre une voiture et conduire? C'est impossible. Il faut que tu puisses intégrer les choses dans ton corps, les réflexes. Oh oui. C'est exactement ce quand on travaille sur soi. Et moi, si je dois peut-être te donner un petit témoignage, il y avait quelque chose de l'ordre de l'émotion dont tu parlais en début du live qui m'appartenait. Et c'était quelque chose, bon, au début, je l'avais classé avec mes drivers, tu vois, le fait plaisir, soit parfait et tout. Et c'était une émotion qui était tout le temps là en toile de fond, tu vois, elle est là. Et voilà. Et à un moment, parce que je pense qu'il y avait une certaine disponibilité à aller ouvrir cette question-là, donc j'ai travaillé sur ça, enfin, ce séminaire, parce que je suis rentrée hier, j'étais à Paris pour ma Ouais. formation avec Carole. Donc, Carole, c'était là, je t'ai dit coucou. Et tu sais quoi? Parce que j'ai pris le soin de faire les exercices de ton livre, que j'ai eu, voilà, ça a mijoté et ça a bien macéré, j'ai envie de dire. Parce que toujours, une fois la graine, elle a besoin de pourrir pour pousser. C'est Il ne vrai. peut pas pousser sans pourrir en terre. Et crois-moi que ça en a Ça en bien. soulève Ouais, d'autres. ouais.
ouais, ouais. Et Ça fait des boutures de graines après. hier, enfin, hier, avant-hier, enfin, ces 3 jours de formation, c'était un séminaire mais d'une intensité, parce qu'on a beaucoup travaillé sur nous. Et là, c'est comme si tu as, ah, tiens, ça et ça et ça et ça. Et il me dit, OK, je comprends pourquoi quand je devais faire l'exercice dans le livre Ça de piqué. t'as piqué à cet endroit et je voulais pas y aller. Et mon crayon, il s'est arrêté. Il me dit, non, là, c'est bon, ça c'est. Allez, mets de côté, c'est pas. Et ça prend du sens. Mais Mais complètement. c'est une gestation, c'est un parcours, c'est tout. Et c'est pour ça que je pense que toi, tu as un programme d'une année, Oui. c'est ça? Je sais parce que Et ça, c'est important que tu dis que c'est quelque chose, une gestation et un parcours. C'est qu'il y en a, des fois, ben, un peu comme tu disais par rapport à l'hypnose sur l'arrêt de fumer, il y en a qui m'appellent en me disant, j'ai tout mon arbre généalogique, j'ai besoin que vous me le décryptiez et après j'irai mieux. Ah ben ça va pas se passer comme ça en fait, parce qu'il y a vraiment besoin de conscience, mais de prise de conscience. Et la prise de conscience, si moi je te donne un décryptage, tu vas assister à une belle conférence de ta famille, mais tu vas rien y comprendre. Et ça, c'est très important. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait de l'émotionnel derrière. Moi, je prends souvent l'exemple de, on peut savoir plein de choses, mais rien connaître. Dans le sens où tu peux regarder à la télé des reportages sur le monde entier et regarder vraiment des pays divers et variés grâce à cette fenêtre sur le monde. Tant que tu n'as pas mis les pieds dans un pays où tu es venu sentir, éprouver, vivre à contact avec l'habitant, on va dire se baigner dans cette culture, tu ne connais rien. Tu sais beaucoup de choses, mais tu ne connais pas. Et c'est vraiment là la différence aussi. Et pour soi, et le travail sur soi, c'est vraiment ça, c'est que tu as beau avoir plein de bouquins, j'en ai plein derrière moi, la théorie, je l'ai. Si derrière, il n'y a pas la pratique et il n'y a pas l'émotionnel et il n'y a pas quelque chose que tu viens transcrire de par ton être, là, dans le. voilà. D'accord. Et je ne sais pas pour toi, Caro, moi, c'est pour ça que j'aime bien, avant toute formation, tout ce que je fais, je le fais déjà sur moi. Parce que Toujours j'ai besoin de de le vivre, sentir. de l'intégrer dans le corps. Et à partir de là, et encore, je trouve que voilà, je l'ai intégré à partir de ma carte du monde. Mais ne serait-ce que ça me permet quand même de pouvoir me mettre à la disposition, parce qu'en tant que thérapeute, on est juste à la disposition de la personne qu'on accompagne pour qu'elle puisse, elle, faire le travail. Mais Mais complètement. on n'est pas là pour de la délégation. Tiens, fais-moi le truc voilà. Je pense que ça, c'est peut-être un point aussi. Des fois, les gens viennent pour soit du faire part ou déléguer, mais nous, si on est là, c'est pour résoudre. Mais pour résoudre, ça se résout à deux. Il faut Ça se avoir. résout à deux en alliance thérapeutique. Et le mot que tu as mis, intégrer, le fait que tu as besoin d'intégrer, je pense que la vraie définition est très juste de ce mot. C'est que, étant donné que ça passe par toi, tu vas pouvoir accompagner et aider l'autre dans ce qu'il est en train de traverser par la connaissance de cette spécialisation. Toi, en ce moment, tu fais des stages de constellation familiale. Tu viens voir comment ça vient traverser ton corps. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir beaucoup mieux l'expliquer, l'exprimer et le vulgariser aussi. Parce que du coup, tu te mets dans une posture de disposition pour l'autre à expliquer ce que tu as toi ressenti. Tu n'es pas en train de placarder une théorie apprise. Non, tu es vraiment au service. Tu sais, par exemple, nous, dans notre formation, à aujourd'hui, on est dans. Moi, personnellement, j'ai assisté et j'ai fait 80 constellations, ce qui est quand même C'est énorme. 80, parce qu'on a fait un quart de ça a 3. bien changé, Sabrina. Je te promets. Et tu sais quoi, Caro, à chaque fois, pratiquement, au moins, c'est-à-dire dans une journée où il y a 7 constelles ou 8, je suis au moins choisie qu'à 3-4 fois, quoi. Donc, pour te dire que, parce que quand on est représentant, tu sais que, Ça bouge voilà, autant que quand tu es. voilà, tu l'as pas aussi. Et tu te dis, OK, et j'y vais. Mais c'est vrai que, parce que l'intention, elle est là, mais c'est vrai que quand tu le vis dans ton. Il y a des choses que tu as en cours et tu te dis, OK, là, j'ai compris et tout. Mais quand tu vis le truc derrière, tu te dis, oh mon Dieu, ça, c'est difficile. Ça décape.
Ça passe à un niveau supérieur. Exactement. Parce que du coup, ça vient intégrer dans le corps. L'intégration du corps, moi, je dis autant intégrer un truc qui va pouvoir faire bouger tout ton système interne que d'apprendre 36 milliards de choses et ne rien intégrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes faire énormément de choses, mais sans qu'il y ait de changement. Parce que, comme tu as dit, c'est dans la sphère de la connaissance et c'est pas descendu dans la conscientisation et l'intégration dans le corps. Et tu peux savoir plein de choses sans rien connaître. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, je sais pas, d'un cas qui t'a vraiment peut-être touché ou voilà, une histoire parce que j'ai beaucoup de peut-être de mes amis là qui savent pas forcément ce que c'est qu'une séance de psycho-G. Parce que quand je t'entends parler, moi, je suis juste... Parce que tu parles des prénoms, des dates anniversaires, des syndromes et voilà, si c'est OK pour toi, bien sûr. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, là, tu me demandes deux choses, mais je vais je vais les présenter. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, quand on va venir faire sens avec les prénoms, par exemple, ou les dates, ce qui est important, c'est que, on est encore dans un jeu du qui est. C'est que si ça fait sens, on prend. Si ça fait pas sens, on prend pas. Il n'y a pas quelque chose de divin derrière. Il y a quelque chose qui vient nous impacter dans le bon sens du terme, dans le vrai sens du terme, et ça vient nous parler et nous faire sens, comme on dit. Et ça, c'est super important de prendre ce que l'autre va retranscrire de ses messages inconscients familiaux. Dans l'ordre des prénoms, et là je vais me référer à Bernard Gols, qui est un grand psychanalyste, qui explique que quand on donne un prénom à un enfant, on vient offrir quelque chose qui va nous être propre par rapport à soit une phonétique qui nous plaît, soit un message qui nous plaît, soit un héritage, parce que la grand-mère, traditionnellement, on donne le prénom de la première grand-mère ou quelqu'un qui est en train du coup de décéder, mais que comme on est enceinte, on a envie de rendre hommage à. Il y a toujours une idée de cadeau. On ne se dit pas, tiens, je vais appeler mon fils ou ma fille comme ça pour bien le charger. On est vraiment dans quelque chose où on va honorer, où on va offrir un cadeau. Donc, derrière ce prénom, quel qu'il soit de nos connaissances psychologiques ou psychanalytiques, il y a une réponse à quelque chose que le parent, père ou mère ou les deux, veulent donner pour le début de la vie de l'enfant. Donc forcément, dans un prénom, il y a un message caché. Ça, c'est très important à écouter, mais il y a différentes manières de l'interpréter. Ouais, et c'est ça, et je trouve que la synergie ou l'alliance qu'il y a entre le thérapeute et le patient, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir des choses qui vont être captées parce qu'il y a les deux inconscients qui vont communiquer et je pense plus on est capable d'être en connexion avec l'autre, plus ça résonne. Tout à fait. Bah oui, parce qu'on vient traduire la langue de l'âme de l'autre. Tout à fait. Et quand on est en connexion, en alliance thérapeutique avec son patient et qu'on arrive à comprendre cela, bah c'est juste du gâteau. Ouais. C'est une symphonie. Moi, tu sais, la dernière fois, j'en parlais hier avec mon groupe de coaching par rapport à la première constellation que j'avais faite en présentiel groupe. Tu vas halluciner, mais quand j'ai imprimé le billet, c'était le 4 mars, la date d'anniversaire de ma mère, la défunte. J'adore. Et je te jure quel beau message. T'imagines, mais c'est un truc de dingue. Donc, je sais pas, il y a eu quelque chose, c'était après l'achat de ton livre, donc ça, j'avais un peu... Hein, et après, je me dis, OK, je prends un truc, je rentre sur Internet, et quand j'imprime le 4 mars, attends, je te rajoute un truc. J'assiste au premier jour, donc j'en ai eu pour ma race, j'ai pleuré toute la journée, parce que bien sûr, j'ai été choisie en représentant presque dans toutes les constelles, et à la fin, la personne me dit, tu es venue d'Algérie pour ça? J'ai dit oui, blablabla, donc c'est Carole. Et elle me dit, tu rentres quand demain? Je dis, j'ai pris le dernier vol. Elle me dit, ben reviens demain. Et attends, le lendemain,
c'est quoi? La date d'anniversaire de mon frère, paix à son âme. Parce qu'en fait, J'adore. mon petit frère, ils sont nés le 4 et le 5. C'est beau. Mais c'était d'une puissance. Donc, Ouais. j'ai eu deux. Et c'est là que je me suis dit, non, il y a un truc. Je ne veux pas savoir ce que c'est, mais il y a un truc. Go. Voilà. C'est Et magnifique. ça, c'est des choses qu'on peut vivre en thérapie. Mais voilà, il faut vraiment être capable de, 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 de danser avec le subtil. Je ne sais pas si ça se dit. Exactement, mais je le comprends et je l'entends comme ça, c'est de danser avec le subtil. Et c'est ce que je te disais, c'est que si toi, ça te fait sens et ça t'amène une puissance, profitons-en et allons vers ça. Ouais, c'est OK. Parce que c'est comme ça que tu vas ouvrir certaines connexions et connaissances de toi. Parce que ça t'ouvre une autre disponibilité à ce que tu viens chercher. On s'en fout si c'est du vrai ou pas vrai. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Mais c'est vrai, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est ça ou si c'est ça. Je leur dis, est-ce que ça a du sens si ça te fait du bien? Elle me dit oui. On s'en fout. Le... C'est X, Mais c'est vrai. c'est la maladie, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça te fait monter en puissance. Oui. Ça te met du bien. C'est le plus important. Mais exactement. Ça va vraiment être là dans ce côté où on va être... Il faut arrêter parfois d'être dans cette trop mentalisation pour revenir à quelque chose de trop basique. Là, on va être dans le subtil. Ouais, le subtil, exactement. Oui, non, mais je trouve que franchement, c'est une pratique qui est juste exceptionnelle et que ça peut, à des niveaux, j'ai envie de dire, pas forcément matériel, mais bon, c'est pas le terme que je veux dire, ça peut résoudre. Ah, complètement. Parce que du coup, là, on vient activer le neurosciences. Et forcément, s'il y a quelque chose qui nous pousse vers, ça vient résoudre. Ça vient ouvrir la porte à. Et alors, je viens sur la personne qui dit, moi, j'y crois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a la chance que le transgénérationnel, là, on ne parle pas le psychogé, le côté transgénérationnel sur 3 générations a pour le coup été prouvé scientifiquement dans l'épigénétique, au niveau de l'ADN. Quand la personne va subir un choc traumatique, l'ADN va être sensiblement blessé. Donc, il est repéré scientifiquement que l'ADN va être modifié. Donc, la personne, quand elle va avoir un enfant, elle va transmettre un ADN modifié avec des blessures au niveau de ce choc traumatique. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple assez trash, mais pour exprimer quelque chose. C'est que si la grand-mère a subi un abus sexuel, la petite fille peut avoir des symptômes d'abus sexuel sans avoir été abusée dans sa chair. Parce que l'ADN a été impacté. Ça a été prouvé scientifiquement il y a 2 ans de ça, à l'automne d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, on sait que l'épigénétique a un vrai rapport sur l'ADN et que s'il a été choqué dans un sens, il peut, par un travail thérapeutique et une élaboration psychique, revenir sur quelque chose de pansement de la blessure parce que de notre vivant, on vient travailler la blessure qu'a vécue la personne dans son vivant, même si elle n'existe plus. Ça, c'est super important de se le dire. Oui, oui, je te remercie pour cet apport. En fait, aujourd'hui, on sait que le cerveau est sculpté par l'environnement et l'ADN est sculpté par l'environnement. L'ADN, c'est que comment on appelle ça? La matière, c'est pas des lipides. Les autres, c'est quoi? Non. Oui, mais je vois. Voilà. Bref, les trucs, quoi. Voilà. Et une matière. Et cette matière, elle change. Mais c'est l'environnement qui impacte. Les Bon, molécules, voilà. Pour protéines. ceux qui veulent plus, allez-y voir les travaux de Bruce Lipton. C'est fabuleux. Donc, la biologie des émotions et tout. Et moi, en fait, par rapport à ce que tu dis, lors d'un séminaire de constellation, il y avait une jeune dame adorable qui est venue et en fait, dans sa vie, elle n'avait aucune trace, on va dire, de viol ou de quoi que ce soit. Pour avoir vécu, je me permets d'en parler. Donc, dès qu'elle
rentre, bon, en Constelle, elle avait dit c'était quoi? C'est qu'elle a eu du mal avec un exercice de dev perso qu'elle avait fait dans un séminaire. Et donc, elle avait ressenti, voilà, enfin, elle est rentrée presque en crise de décompensation parce qu'il y avait le hug. OK. Elle commence à Constelle et on avait tous envie de vomir. Et c'était d'une puissance, on ne comprenait pas. Entre élèves, on se regardait et c'était d'une lourdeur. Et en fait, quand on a travaillé la lignée, il y avait une femme qui a été, enfin, il y avait de l'inceste dans ça. Donc, elle, c'était, je crois, la 4e génération. Dans sa vie, elle n'a pas été touchée par son père, elle a pas. Mais voilà. Et nous, on l'avait ressenti. Et ça, je me suis dit, oh, ouais, merci transgénérationnel, merci épigénétique, merci ADN. Oui, et c'est l'enchevêtrement de ça, en fait. C'est ça aussi qui est important. C'est l'enchevêtrement de ça. Et, et c'est vrai que voilà, après, il y a on va dire la résolution qui est amenée et tout. Mais je me dis, si elle n'avait pas eu le courage de venir faire ça, elle aurait transmis ça à ses filles. Très certainement, parce que dans les transmissions visibles et invisibles, et ça c'est important, c'est que dans les invisibles, on a les transmissions d'ADN, où là on ne peut pas le voir, c'est pas marqué sur ta tête. Par contre, quand tu viens enfanter et transmettre à tes enfants, malgré toi, une crainte parce que tu as été abusé et que quand tu élèves ta fille ou ton fils, tu l'élèves avec des craintes et des vigilances, méfiances. Je ne vais pas pouvoir aller dormir chez mon pote machin. Non, tu pars pas en colonie. Non, tu fais pas ci. Non, tu fais pas ça. Tu viens retranscrire dans l'événement psychologique un traumatisme à un enfant parce que pourquoi les autres y peuvent et pas toi. Donc, tu as un espèce de non-dit aussi qui vient s'additionner à un ADN. Tout à fait. Et si tu veux bien, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on appelle les traumas larvés ou les fantômes? Parce que tout ce qui n'est pas dit, ils nous emprisonnent en psycho. Alors, les fantômes, on appelle ça les fantômes, c'est les Bernard Clavel, hein, un psychanalyste aussi qui en parle. Alors, attention, hein, j'exclus tout le côté fantôme en mode âme et esprit qui ne sont pas de la bonne définition dans la psychologie. En psychologie, l'esprit, ça va être le processus de pensée et l'âme, c'est le processus de sensation. On n'est pas dans quelque chose où on va venir réveiller des morts. On est vraiment dans l'intérieur de soi. Donc, les fantômes, selon le grand psychanalyste qui est Bernard Clavel, va exprimer justement tout ce qui va être de l'ordre de l'impalpable, mais du ressenti à côté de soi. C'est par exemple un père violent qui a élevé son enfant et que quand son enfant devient lui-même papa ou maman, il va y avoir des similitudes de résonance, de réminiscence lorsque l'enfant va venir énerver le parent ou justement une colère vient jaillir et on sait que c'est pas sa propre colère mais la colère de l'autre et c'est comme si la colère va prendre une entité, une distinction parce que c'est comme s'il y a un troisième personnage qui se fait, d'où le mot fantôme. C'est quelque chose, je ne sais pas si je m'exprime bien dans cette explication, mais c'est le père qui a fait la colère, l'enfant qui l'a subi et il y a la création d'une entité qui est une autre et que c'est toujours plus facile à retirer et à travailler sur quelque chose que l'on vient matérialiser cérébralement du coup et qu'on vient de reconnaître. Ouais, très bien. Super, merci beaucoup, Caro. Si tu veux, on va prendre quelques questions. Bien parce sûr. que ça risque de parler longtemps et ne pas prendre leurs questions. Il y en a plein. Alors, je vais essayer. Alors, posez les questions, les amis, comme ça, je vais les poser à Caroline. Bon, très intéressant. Merci, Vanessa. Alors, est-ce que, bon, déjà, je remets mes lunettes. Est-ce que si c'est inscrit dans l'ADN, comment peut-on le modifier avec un travail sur soi? Je pense que tu en avais parlé, mais tu peux toujours voilà, lui répondre. Eh bien, justement, en étant dans cette réalisation matérielle pour pouvoir s'en défaire, on ne peut pas. Alors, moi, je prends souvent l'exemple que quand on rentre dans une pièce, si ça sent mauvais, on peut toujours chercher si on ne trouve pas de là où ça vient. Par contre, si on vient repérer la poubelle à sortir, eh bien, on va regarder la poubelle, on la sort et du coup, dans la pièce, ça vient s'assainir. J'adore, c'est très bien. Il y a une poubelle, il faut la sortir, puis c'est tout. C'est ça. Sinon, tu peux la chercher longtemps si elle est cachée derrière quelque chose. Ah, voilà, c'est tout à fait ça. Est-ce que le travail sur soi met
est-ce qu'un travail sur soi suffit pour ne pas transmettre des choses aux générations qui vont nous succéder? Alors là, je vais donner un exemple qui est le mien. Et je Mm. pense que ça va vous expliquer quelque chose qui est important, ce qu'on disait tout à l'heure en début sur le fait de traverser le corps. En fait, moi, ma mère a été abandonnée à 18 mois, a été recueillie par sa nourrice sans jamais être adoptée. C'est quelque chose que je savais que on est 4 enfants, enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais été caché. On savait très bien l'histoire de notre mère. OK? On part de là. Je deviens à mon tour maman. Je suis enceinte. Et là, ma grande sœur me dit, je prévois un week-end à Londres pour faire un truc. Je lui ai dit, mais oui, carrément. Ma petite, j'aurai accouché, elle aura 4 mois, elle a un père, je peux partir 5 jours à Londres. Enfin, je suis de nature indépendante et libre. C'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé avant. Avant la maternité. Je suis enceinte, j'accouche, et là, mais quelque chose qui vient me traverser, c'est que au moment où j'accouche, allez, je vais dire la première semaine se passe, la semaine où tu es à l'hôpital, on n'en parle pas, tu es collé à bébé, ok. Et il a fallu environ un an, hein, pour que j'arrive à ce que mon enfant soit dans une autre pièce que moi. J'ai la chair de poule. Une autre pièce que moi, Sabrina. Ça veut dire que je faisais des exercices pour aller, on parlait de poubelle tout à l'heure, pour aller mettre la poubelle au bout de la rue et revenir en courant alors que mon mari était avec elle. Wow. Je revenais en pleurant, mais des émotions débordantes, des émotions irrationnelles, alors que j'avais un travail thérapeutique derrière, et d'une, parce que j'étais psy, et de deux, parce que du coup, ma mère, j'ai toujours su qu'elle avait été abandonnée. Enfin, et en fait, là, en tant que maman, je revivais l'abandon de ma mère à l'intérieur de moi. Et je disais, j'ai l'impression qu'on me démembre si je pars de la pièce. Et tu vois, la double signification, le fait de perdre un membre familial et un membre physique, eh bien, j'avais irrationnellement, il n'y avait aucune mentalisation derrière, c'était complètement débile, hein. C'est que je ne pouvais pas ne pas l'avoir en vue. C'est que même pour prendre ma douche, elle était, je ne te mens pas, hein, mon rideau de douche, je tirais, je l'avais dans le cosy et je me prenais la douche avec un œil sur elle. Pendant plus de 9 mois, entre 9 mois et un an, j'ai dû faire un terrible travail pour ça. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est venu me traverser. Et alors que je l'avais travaillé et su. Donc, par contre, je n'avais pas fait ce qu'on appelle d'acte symbolique. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Je pense que ma première enfant, je l'ai vécu comme un acte symbolique en fait. C'est venu traverser ma chair. C'est ça. En fait, c'est tombé sur toi parce que tu étais le descendant qui allait pouvoir. Exactement. C'est pour ça que c'était très intense. Ah, mais c'était d'une puissance. Mais Sabrina, je t'imagine. Enfin, voilà, tu as eu la chair de poule, quoi. C'était. Mais même mon mari, il me disait, mais en fait, tu me fais pas confiance, pars. Mais c'est pas un problème de confiance ou pas. Je ne peux pas ne pas l'avoir en vue. J'ai l'impression qu'on me retourne un ongle. Enfin, c'était violent, d'une violence extrême. Il y en a une qui dit, on a fait tout ça sous la douche. En fait, il faut comprendre une chose. Autant que maman, la première fois, c'est normal, on est en train d'apprendre la maternité, si on est seul et tout, on va devoir faire attention. Mais là, entendez ce qu'elle dit. Sur un plan fonctionnel, c'était douloureux. C'est-à-dire, elle devenait non fonctionnelle. C'est pas elle prend la douche, mais elle dit elle peut pas quitter. Donc c'est vrai qu'on a tous cette tendance à vouloir protéger nos enfants et tout, mais là c'est différent, d'accord? Ah, c'était pas vraiment pathologique. Voilà. C'était pathologique. C'est de l'ordre du pathologique. Donc ici, voilà, il faut vraiment comprendre ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, j'essaye de lire en même temps, mais j'ai perdu. Voilà. Oui, c'est dans les tripes. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, moi, j'aime bien quand Carole dit
quand tu as essayé plein de choses et que tu vois que là, ça part pas, eh ben, peut-être que c'est là qu'il faut aller voir le transgénérationnel. Mais exactement. Exactement. Voilà, donc Généralement, c'est là où ça, t'as pas envie d'aller qu'il faut aller, hein. c'est ça. Préparez-vous. Alors, ça m'a pris au trip votre histoire. Bravo pour votre travail par rapport à ça, Caroline. Voilà. Oui, c'est gentil. C'est un travail exceptionnel. Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi, après la même expérience que la vôtre, après 25 ans, ma fille puisse me dire, je suis majeure et je fais ce que je veux, comme réagir à ce comportement, mesdames? Ah, je ne sais pas si elle... Je n'ai pas compris, moi aussi. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle a elle a tellement couvé la fille que après la fille, elle s'est rebellée? Alors, moi, je dis souvent en psychologie, il y a 3 étapes. Tu reproduis, tu réunis, tu répares. Et ça, tu le vois dans le développement psycho-affectif d'un enfant. Tu vas reproduire ce que fait papa-maman. Tu vas renier au moment de l'adolescence et de l'adolescence en disant de toute façon, vous n'avez rien compris, moi, je suis meilleur que tout. Et tu vas réparer quand tu seras à ton tour ou pas, parent. En tout cas, tu essayes de réparer. C'est pas, la finalité n'est pas de faire des enfants, hein. Si tu choisis de ne pas en faire, tu viens réparer très certainement aussi autre chose. Mais on va avoir 3 niveaux qui sont très intéressants à venir repérer. Alors, il y en a une qui te dit, Caro, est-ce que tu as fait des exercices pour te défaire de ça? Je pense qu'elle a fait plus. Tu as fait quoi, Caro? Pour me défaire de mes émotions débordantes avec ma première fille toscane, ben, je l'ai subi pendant 1 an à être on va dire, comment dire, à être mon propre cobaye. Et après, j'ai repris mon arbre généalogique. Je me suis dit, OK, il y a l'abandon de ma mère, mais il y a peut-être encore plus loin quelque chose de beaucoup plus puissant. Et aussi, les choses qu'on oublie en thérapie, et ça vient exactement faire corrélation avec ce que tu disais, c'est le temps. En fait, il y a besoin de temps également. Et quand je vous dis que j'ai mis 9 mois à 1 an pour m'en défaire, je pense que j'ai eu besoin d'une deuxième grossesse. On va dire fictive, hein. Le fait de, on fait 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire, eh bien c'est à peu près ça aussi. C'est qu'il a fallu 9 à 12 mois pour l'intégrer à l'intérieur et de m'en défaire comme un travail de deuil et à dire ok, c'est pas mon abandon, je sens tout ce qu'a pu vivre ma mère ou tout ce qu'a pu vivre ma grand-mère à avoir abandonné sa fille parce que je pense pas qu'elle l'ait fait de manière très oisive en disant moi, celle-là, j'en veux plus. Il y a très certainement eu des choses très sensibles de la part de ma grand-mère biologique qui est venue en fait se retranscrire à travers mon corps et le fait que j'étais incapable de laisser mon propre enfant. Tout à fait. C'est ce que j'allais te dire, c'est que ça saute des fois de 2-3 générations. Oui. C'est pas, voilà. Et ne croyez pas que les ancêtres, il y en a beaucoup en séance qui me disent, moi, je n'aurais pas fait ce choix-là. Ouais. Mais on fait toujours des choix par question de survie. Si elle a choisi ça, on peut avoir toute la haine possible parce que plein de choses. Mais s'il y a eu ce choix, c'est qu'il y avait un bénéfice secondaire à le faire et à être dans une période de survie. Valait peut-être mieux ça plutôt que de rentrer dans une maltraitance, une malveillance. Donc, oui, ce choix n'est pas le meilleur qu'on le souhaite pour un enfant. Maintenant, ça m'a permis aujourd'hui d'être une super psy avec une super spécialisation. C'est exactement ça. En fait, c'est qu'à l'instant où ça s'est passé, c'était la meilleure option pour la personne. Nous, on ne peut pas venir la juger. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais à ce moment-là, c'était exactement ce que cette personne a pu faire. Et il ne faut pas croire que c'était facile parce que c'est contre, enfin, voilà, par rapport à la condition humaine, sauf pathologie vraiment très compliquée, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui veut sciemment faire du mal à une autre personne. Sauf si perversité, sauf si personne toxique, mais une personne normalement constituée, quand elle fait ce choix-là, c'est qu'il y a quelque chose de moins dangereux que ce qui pourrait arriver. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Voilà.
Alors, tu sais, Caro, tu nous dis quand est-ce que tu dois partir parce que moi, je ne travaille pas. Donc, moi, je peux te garder 3 heures. Les filles, elles ont tellement de questions. Donc, tu nous dis… J'ai un patient à 3 heures. J'ai un patient dans 4 minutes. Ok. Alors, bon, écoute, on te prend Mais plus. on pourra reprendre un live hein, si jamais ils veulent, les gens. Voilà, on reprendra là. Donc, il y a plein de questions. Je suis désolée, les filles, mais on ne pourra pas tous les poser parce qu'il faut qu'elles se préparent. Elle a un patient à 15 heures. Caroline, merci beaucoup. Si tu avais un conseil à donner, parce qu'il y en a plein qui demandent comment on fait pour la transg, pour travailler avec toi et tout, de manière générale, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui a envie de commencer ou là d'emprunter ce chemin? 2, 3 petits conseils comme ça Ouais, pour faire alors, ce travail. déjà, je pense que si on reprend quelque chose de base, le fait d'établir un arbre généalogique, parce qu'il y a 3 phases. Tu as l'arbre généalogique, le génogramme et le génosociogramme. L'arbre généalogique, c'est vraiment écrire ta famille. Le génogramme, ça va être y mettre les métiers, les maladies, les déménagements, les particularités physiques. OK? Et tu vas avoir le génosociogramme où tu vas faire des liens en disant tiens, la grand-mère, elle me fait penser à cette personne-là, ou les dates anniversaires, ou les prénoms, et tu vas faire des liens. Donc, tu as 3 étapes. Eh bien, lorsque on commence à vouloir rentrer dans cette étude et analyse-là, on commence par l'arbre généalogique. Le fait de venir se singulariser dans un tout, c'est là le plus important. C'est qu'on va venir voir qu'on est unique et singulier, mais qu'on fait partie de quelque chose de clanique et que l'on veuille ou non, c'est grâce à On a ça et grâce au choix, même si ça n'a pas été les nôtres, que nous sommes en vie aujourd'hui. tout à fait. Et rien que d'élaborer déjà l'arbre généalogique, sans parler de génogramme ou de génosociogramme, ça vient, Anne Ancelin le disait, faire un choc émotionnel. Et ça vient déjà être le début de quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les enfants, alors je vais dire de 1 an et demi, où on va pouvoir le faire peut-être de manière avec des photos plus que des noms qui ne vont pas pouvoir lire, 1 an et demi, mais du coup, on peut commencer d'établir à partir de 18 mois à 2 ans un arbre généalogique avec son enfant. Jusqu'à ses 11-12 ans, le fait d'élaborer de manière simple va permettre au cerveau de l'enfant, qui est dans cette plasticité, où en fait l'enfant va prendre, il va, contrairement à nous qui sont beaucoup dans le mental, l'enfant va prendre l'info et ne va plus en avoir besoin parce que l'info a été sue. Alors que si l'info n'est pas sue, inconsciemment, tu vas essayer de venir la chercher, cette info. Ouais. Et du coup, ça monopolise l'inconscient de l'enfant à quelque chose qui n'est pas forcément utile. Donc, plus l'enfant va savoir d'où il vient, plus l'enfant va être capable et apte à savoir où il va aller, où il souhaite aller. Et rien que ça, c'est donner vraiment de l'or à un enfant. Tout à fait. Voilà. Super. Voilà, on s'en lasse pas de t'écouter. On refera un autre live. Je vous promets, les filles, on va essayer de. Alors, on demande Alors, l'adresse de ton oui, Sophia qui dit on ne connaît pas tous leurs ancêtres. Je finis là-dessus parce que c'est très important, Sophia. Moi non plus, comme je l'ai raconté, avec la famille biologique de ma mère que je ne connaissais pas. On va travailler avec les substituts parentaux. Et moi qui ai été éduque dans des centres et dans des établissements avec des enfants qui parfois étaient nés sous X, on va venir reconstituer une famille symbolique à travers soit la famille d'accueil, soit le monde éducatif, soit les substituts parentaux dans la vie quotidienne de l'enfant qui l'entoure par la scolarité, ou les tatas, les tontons, les amis. On va venir établir l'énergie psychique de la personne. Ça, c'est très important. Donc, même si vous n'y connaissez rien à votre famille, Il y a quand même c'est tout à fait faisable. qui peut être fait. Caroline, merci infiniment. Les filles te remercient. Elles disent toutes que c'est hyper enrichissant. Merci. Promis, on va faire un autre live, peut-être une thématique comme ça, où elle va nous faire voyager dans son monde. Je te souhaite bon courage pour ta journée. Merci encore une fois. Je vais partager le live et si tu veux, on le met Mais moi, en collabo. En collabo, comme ça tu l'auras chez toi. Grave. Allez, merci beaucoup. Bon courage. Merci à toi pour l'invitation, Sabrina. Belle après-midi. Avec plaisir. Bye. Bel après-midi. Merci.
Merci beaucoup les filles pour votre présence. Merci pour toutes les questions, pour l'intérêt. Je vous ferai un autre live pour répondre aux questions par rapport au neurofeedback, par rapport aux constellations. Là, je dois vraiment y aller parce que je suis explosée. Vous savez que je suis rentrée hier, donc je suis un peu fatiguée. Je me suis engagée pour le live, je l'ai fait. J'espère que ça a été utile pour vous. Bien sûr, je vais enregistrer le live. Vous allez le trouver voilà, sur mon feed. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au prochain live, Inch'Allah.